Comme dernier sujet, ce matin, nous allons parler de la relation, de la couverture médiatique du président Trump, son premier mandat, la campagne électorale, comment ça s'aligne pour ce deuxième mandat qui commence donc lundi. La relation entre les journalistes et lui n'ont jamais été de tout repos, particulièrement tendue pendant son premier mandat. Il y a plusieurs qui s'accordent pour dire que certains médias ils perdent leur apparence de neutralité en étant soit trop souvent agressifs, parfois trop complaisants à l'égard de ses opposants, de son opposition. Quels ont été les ratés? Qu'est-ce que les médias ont appris? Est-ce qu'il faut complètement revoir la façon d'analyser la politique américaine dans cette nouvelle ère des communications avec un président qui ne ressemble à aucun autre président? On en discute avec Marie-Christine Bonzon. Bonjour, Madame Bonzon. Bonjour. On vous joint en France. Vous êtes politologue, journaliste, spécialiste des États-Unis, qui a été correspondante pendant très longtemps, entre autres à la BBC à Washington, et vous êtes correspondante pigiste pour Le Devoir. Avec vous, on le joint à Toronto, Jeffrey Dvorkin. Bonjour. Bonjour, madame. Professeur à l'Université de Toronto, ancien directeur des nouvelles à la National Public Radio, NPR, aux États-Unis, donc de la fin des années 90 jusqu'en 2006. Je commence avec vous, Madame Bonzon, parce que vous êtes une des rares analystes à avoir entrevu les victoires de Donald Trump en 2016, cette fois-ci, sa défaite en 2020. Vous avez couvert 5 présidents américains, de Bush père à Trump. Si on se prête à un jeu comparatif, est-ce que Trump fait figure à part dans le traitement qui lui est réservé de la part des médias? Vous l'avez dit, Donald Trump, c'est un homme politique. Il est désormais un politicien de carrière, un homme politique tout à fait hors norme. Et il est extrêmement difficile à couvrir parce qu'il fait du Trump en permanence. Il vous envoie sur des fausses pistes ou des choses qu'il n'avait pas du tout prévu de dire. Et par contre, il est très difficile exactement de suivre ce qu'il fait dans les faits, si je puis dire. Mais cela dit, la difficulté de couvrir un président américain, elle a toujours existé. Et les défis qui sont à relever pour les médias le sont à relever avec ce nouveau président, le 47e, qui va être investi lundi. Mais ils se sont déjà présentés même avant que Trump arrive sur la scène politique américaine. On a eu déjà des relations très difficiles entre la presse et les présidents américains et les Maisons-Blanches d'une manière générale. Trump a intensifié cela, mais on l'a vu sous Biden, il y a eu de très nombreux problèmes entre la Maison-Blanche et la presse, avec un président Biden extrêmement peu accessible et beaucoup de choses qui n'ont pas été couvertes à son propos. Pas seulement à cause de la COVID qu'il a été absent de ces points de presse-là, ou c'est pas juste ça qui a fait qu'il a voulu, ou en fait que les relations entre lui et les journalistes ont été diminuées, non? Non, pas du tout. Enfin, le Covid, je veux dire, c'était un prétexte. Ça, c'était quand il était candidat pendant la campagne de 2020, où essentiellement Joe Biden, qui était quand même quelqu'un de très aguerri aux relations avec les médias, avec près de 50 ans de carrière en tant que sénateur puis vice-président, a fait essentiellement campagne en 2020 depuis son domicile. Mais c'était largement un prétexte et on l'a vu par la suite pendant son mandat de président, le seul donc qu'il a fait et qu'il va terminer ce lundi même. Eh bien, on a vu que c'est un président qui a fait très peu d'interactions avec la presse. C'est le président depuis Reagan qui a fait le moins de conférences de presse, le moins de points de presse, le moins d'interviews avec de vrais médias où il y a des journalistes depuis Reagan au moins. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été isolé également par son staff dans une très large mesure et qui s'en va avec un bilan dans les relations avec la presse qui est extrêmement mitigé, puisque on apprend maintenant de la part de certains médias américains qui le confirment et qui confirment ce que beaucoup d'Américains voyaient et pensaient déjà depuis très longtemps et ce qui les inquiétait, notamment dans cette campagne présidentielle qui vient de s'achever, c'est-à-dire les problèmes cognitifs de M. Biden qui n'ont pas été couverts, je dirais, de la manière la plus adéquate. Ben, même la veille du débat catastrophe, certains médias remettaient encore très sérieusement en question ces problèmes cognitifs, alors que là, des enquêtes, effectivement, nous démontrent que ça aurait dû être couvert. Il aurait dû avoir moins de complaisance à cet égard-là. En tout cas, qu'on cherche un peu plus la vérité derrière ça. Je me tourne vers vous, Jeffrey Dvorkin, pour vous poser la même question que j'ai posée à Mme Bonzon. Est-ce que vous trouvez, vous qui couvrez la politique américaine
américain depuis des années, qu'on réserve un traitement si différent que ça à Donald Trump, qu'on est plus agressif envers lui qu'envers d'autres présidents qui auraient mérité cette même agressivité, je le mets en guillemets, là, médiatique? Ah oui, je suis d'accord avec ça, parce que je crois que les esprits personnels de plupart des journalistes sont contre Trump, mais ils sont en obligation professionnelle d'essayer d'être aussi balancés que possible. Mais le problème, c'est que dans les médias, aux États-Unis et au Canada, on emploie beaucoup plus des intellectuels au lieu des journalistes, des reporters. Et ça donne un autre sens de critiquer les hommes politiques dans une façon qui est très différente qu'il y a 10 ans, par exemple. Alors maintenant, nous avons un système. Évidemment, votre émission peut faire exemple où on peut parler de la situation politique, mais sans avoir des reporters qui font qui sont là pour décrire les faits. La réalité. C'est ça, OK. c'est ça le problème. Ce que j'entends, M. Dworkin, c'est que on doit vraiment faire la différence entre des journalistes de terrain, des analystes qui sont autre chose et l'opinion. Et les éditoriaux, qui sont exactement une autre chose. Et effectivement, nous ne sommes pas un bulletin d'information. Nous ne relevons pas ici à l'émission du département de l'information, mais on relève d'un autre type de programmation, effectivement. Mais on doit quand même être équilibré. Monsieur Dworkin, même parce que même les journalistes de terrain, ils ont des opinions et elles ont des opinions personnelles, mais il faut quand même faire confiance que quand on est journaliste et c'est son métier, qu'on est capable de le faire avec le plus de neutralité possible, sachant que la neutralité n'existe pas même en journaliste. Il faut quand même faire confiance aux journalistes. Alors, ils ont erré dans la confiance que leur accorde le public? C'est exact. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai trouvé une philosophe française du 19e siècle qui disait « Comprendre, c'est tout pardonner », Madame de Staël. Oui, d'accord. Et je crois que les journalistes doivent changer ça pour dire « Comprendre, c'est tout expliquer ». OK, Voilà. Je comprends. Ce que vous dites, c'est que c'est comme si les journalistes neutres, je le mets entre guillemets, en ne critiquant pas Trump, c'est comme s'il l'excusait de certaines de ses actions. C'est ce que vous dites? C'est ça, c'est exactement ça. Et les journalistes, à mon avis, quant à moi, ils ont peur de donner trop d'oxygène à Trump, parce qu'ils ne voulaient pas donner les excuses pour les gens de droite, l'extrême droite, et d'être balancé, ça veut dire la neutralité ne sert à rien pour eux. Je comprends, c'est très intéressant. Mais en même temps, Madame Bonzon, ce président, de par son statut, il est extravagant, son profil de communication, mais aussi son statut de criminel, en fait quand même un président comme nul autre. Donc, est-ce que la réponse journalistique ne doit pas être comme sur le même plan que comment Trump fait lui-même de la politique? Ouais, je veux dire d'abord que entre le président des États-Unis et les médias américains, il faut que la relation soit confrontationnelle. Il faut qu'elle soit agressive. C'est une bonne chose. Les médias américains se considèrent comme le quatrième pouvoir, the fourth estate. Et ils ont perdu un petit peu de vue justement ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une agressivité. Monsieur Trump sera couvert avec agressivité. Et c'est tout à fait comme il se doit. Monsieur Biden n'a pas été couvert avec cette agressivité-là. Il a été couvert avec pas mal de complaisance. Et je veux revenir sur ce qui vient d'être dit par votre autre invité avec grande justesse. Il faut laisser notre opinion en tant que journaliste, puisque je porte ces deux casquettes, je suis à la fois politologue et journaliste, laisser notre opinion au vestiaire et revenir véritablement, surtout aux États-Unis.
non seulement parce que c'est important et qu'on a un président hors norme qui va se présenter à la Maison-Blanche lundi, mais aussi parce que les États-Unis ont un rôle extrêmement important. On s'en est rendu compte au Canada récemment avec les déclarations de Trump et on s'en rend compte partout dans le monde. Ben, avec ce qui s'est passé du côté d'Israël. Oui, c'est ça. On s'en rend compte avec ce qui vient de se passer entre Israël et Gaza. Les médias... Oui, ce que je veux dire, c'est que les médias américains ont encore plus une responsabilité importante parce que leur pays est tellement crucial, notamment dans le monde occidental. Et donc, je crois qu'il est important, effectivement, comme le suggérait votre autre invité, de laisser son opinion au vestiaire dans la mesure possible, bien sûr. L'objectivité à 150% n'existe pas, mais il faut y tendre. Et pour cela, il y a certaines choses sur lesquelles, en tant que journaliste, les journalistes américains doivent revenir. Et il y a un débat. Justement, le débat du 27 juin que vous évoquiez, madame, entre M. Biden et M. Trump, qui a révélé de manière indiscutable, cette fois-ci, le déclin cognitif du président en exercice, a obligé à ce débat. Parmi les journalistes, et on a vu des déclarations fort intéressantes, notamment d'une des anciennes rédactrices en chef du New York Times, Jill Abramson. Et là, il y a un débat, et je crois que ce débat doit se poursuivre, et que les tentatives d'élucidation de ce qui s'est passé entre Biden et les médias doivent continuer, et en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux du métier de journaliste, c'est la curiosité, c'est le scepticisme, c'est la neutralité, le distinguo entre le fait et les commentaires, laisser ses opinions et sentiments au vestiaire, et surtout, je crois particulièrement aux États-Unis, dans un contexte politique marqué par une hyper-polarisation dont les Américains eux-mêmes souffrent, ils disent que vraiment ils en ont marre. Il faut que les journalistes américains sortent de cette grille de lecture démocrate contre républicain. Il faut qu'ils invitent d'autres opinions à s'exprimer pendant une présidentielle, mais aussi hors d'une campagne présidentielle. Des candidats de petits partis, des représentants indépendants, des experts relativement indépendants. Il faut essayer de sortir de cette grille de lecture et aussi, et je crois que votre autre invité le suggérait, les médias américains ont pris l'habitude depuis des décennies de recruter des politicos, d'anciens politiciens, et de les faire passer essentiellement sur leurs antennes, particulièrement à la télévision, pour des journalistes. Par exemple, on peut penser au dernier journaliste qui vient m'interviewer hier soir, M. Biden. Lawrence O'Donnell sur MSNBC, c'est l'ancien conseiller politique d'un sénateur démocrate. Du côté de Fox News, on a des gens comme Dana Perino, qui est une ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sur George W. Bush. Donc ce genre de pratique, à mon avis, doit arrêter si l'on veut rétablir, si vous voulez, cette indépendance que réclame le peuple américain. Le peuple américain réclame une presse forte. Ils le disent à haut et à cri aux sondeurs Gallup et à d'autres instituts de sondage. En ce moment, la confiance des Américains dans leurs propres médias est au plus bas, mais à 84%, ils vous disent, les Américains, qu'ils pensent que le quatrième pouvoir est crucial pour la démocratie. Parce qu'il y a une lueur d'espoir. Il y a polarisation, effectivement, au sein de la population, on le voit bien, mais il y a aussi une polarisation au sein des médias, les médias traditionnels étant depuis des décennies, effectivement, plutôt démocrates. Et là, arrivent ces dernières décennies des médias qui proposent autre chose, comme par exemple Fox News. Je reviens vers vous, Monsieur Jeffrey Dworkin, qui, je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université de Toronto, ancien directeur des nouvelles chez NPR aux États-Unis. On vous joint d'ailleurs à Toronto. Est-ce à dire que, selon vous, Trump, ce qu'il a affirmé en conférence de presse le 5 novembre, il a affirmé, le AFP l'a relayé, vouloir redresser la presse, je le cite, ça passe d'abord par les tribunaux avec une avalanche de plaintes pour divers motifs, dont la diffamation. Il a aussi invité au briefing à la Maison-Blanche des influenceurs, des animateurs de balado plus à droite. Est-ce que on est d'accord avec cette façon que Trump a de vouloir redresser la presse? Trump a absolument raison lorsqu'il démonisait la presse américaine comme enemies of the people. Ça veut dire qu'il envoie un message qu'il n'a pas besoin de la presse de mainstream media. Et c'est ça le problème, surtout au Canada. Il y a beaucoup des hommes politiques et des femmes politiques
qui évite le contact, diminue le contact avec les mainstream media. Et je crois que la plupart, je ne sais pas si c'est la plupart, mais de plus en plus, l'auditoire pour le journalisme passe aux médias sociaux, où ils trouvent qu'il y aura une vérité moins obscure. Nous avons vu que Pierre Poilievre a fait une interview avec Jordan Peterson il y a quelques semaines. Et c'était vu c'était en YouTube. 400 000 de l'auditoire. Ça, c'est beaucoup plus que les gens qui voient le téléjournal ou The National. Mais, M. Dworkin, cette entrevue-là, puis je vois dans vos notes, là, il faut revenir aux faits pour rétablir une couverture plus juste des prochaines années de Donald Trump. Il faut rétablir les faits. Il faut donner du contexte. Ces médias, comparativement, par exemple, à CBC ou NBC ou ABC, ont beaucoup moins de moyens. Quand on a moins de moyens, on met moins de journalistes sur le terrain et on se tourne vers l'opinion. Alors, ça semble un peu dichotomique. Alors oui, donnons de la place à ces médias-là qui sont moins traditionnels, plus dans la marge, mais en même temps, est-ce qu'on a véritablement plus les faits avec ces médias-là, M. Dworkin? Oui, je suis d'accord qu'il faut, quant à moi, absolument retourner au journalisme essentiel. Ça veut dire shoe leather reporting, journalisme à l'extérieur des salles de nouvelles. En 2016, il n'y a qu'un journal américain qui disait que Trump va gagner. Et ce sera Hillary Clinton. Et ça, c'était le Los Angeles Times. Parce qu'ils envoyaient leurs reporters un peu partout dans le pays pour parler avec les gens. Et non pas reporter à partir de la salle de presse, de leur salle de presse. Oui, c'est le echo chamber dans les salles de nouvelles. Et nous avons retourné, peut-être je suis idéaliste, mais nous devons retourner à un certain journalisme de fond, de vrai. Et ça veut dire qu'il faut parler avec des gens à l'extérieur des salles de nouvelles. Comment on fait, Marie-Christine Bonzon, pour éviter des ratés, un déséquilibre dans la couverture les prochaines années, sachant quand même qu'on se trouve devant un président qui utilise le mensonge? Je sais que Biden l'a aussi fait en disant qu'il n'allait pas gracier, par exemple, son fils, et finalement, il l'a gracié. Là, on est dans un changement d'idée, une promesse brisée. Dans le cas de Trump, le nombre des mensonges, les journalistes sont incapables de tous les répertorier, tellement qu'ils sont nombreux. Comment faire ça sans tomber dans la démonisation, justement? Exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure, moi-même et votre autre invité, effectivement, il faut revenir aux fondamentaux du métier du journalisme. Et effectivement, ce que disait votre autre invité est tout à fait vrai. L'incapacité même de la plupart des médias américains en 2016 à entrevoir même la possibilité d'une victoire de Donald Trump témoigne du fossé qui s'est creusé entre les journalistes, en particulier les journalistes politiques, et les Américains. Et effectivement, moi j'étais sur le terrain à l'époque, et il y avait beaucoup trop d'entre-soi entre les journalistes et la classe politique américaine, et beaucoup trop de journalistes qui restaient à Washington au lieu de parler avec les électeurs. Et donc, à partir du moment où on parlait avec les électeurs, et qu'on s'apercevait que il y avait beaucoup d'hispaniques qui vous disaient qu'ils allaient voter pour Trump, des hommes gays qui allaient voter pour Trump. Là, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, revenir aux fondamentaux du métier, ça vaut aussi bien pour Donald Trump, deuxième version de sa présidence à partir de lundi, que encore aujourd'hui sous Biden ou même sous Obama. Obama, on parlait de l'agressivité entre les médias et la presse et la Maison-Blanche. Obama a été le président d'une agressivité sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis envers les médias, avec une répression des sources des journalistes. Des lanceurs d'alerte ont été poursuivis en justice, des journalistes ont été mis sous écoute, y compris des journalistes et des rédacteurs en chef d'Associated Press.
l'une des principales agences de presse américaines. Donc, M. Trump a continué certaines de ces pratiques. Donc, il faut effectivement retourner aux basiques, si vous voulez, aux fondamentaux, et ça veut dire séparer, dans la mesure du possible, les faits du commentaire, et surtout avoir des sources multiples. Il faut que les journalistes, effectivement, retournent sur le terrain, comme il vient d'être dit, et qu'ils fassent épreuve, si vous voulez, de rigueur et d'esprit critique. Et donc, si vous voulez, il faut, et il y a évidemment de la rivalité maintenant, ça vient d'être dit, avec ce qu'on appelle en français les réseaux sociaux, mais ce que les Américains appellent les médias sociaux. Et les politiciens qui aiment toujours embellir ou faire des mensonges, Trump en fait probablement plus, mais bon, il y a une tradition quand même chez les politiciens. Le rôle du journaliste, c'est d'essayer de débusquer ces mensonges, n'est-ce pas? Et donc, les politiciens, en ce moment, ce qu'ils essayent de faire, comme souvent d'ailleurs, et même avant l'avènement des réseaux sociaux, c'est d'essayer d'éviter les journalistes. Et donc d'aller vers des sources, des médias, si vous voulez, où ils vont pouvoir contrôler plus ce qu'ils appellent le narratif en anglais. Mais il faut, et je pense que je vais terminer là-dessus, M. Dworkin, avant de passer à la question canadienne, parce que là, on se retrouve aussi avec cette question de comment couvrir ce qui s'en vient. Mais c'est sûr que le modèle d'affaires des médias est beaucoup basé sur la polarisation, et même le modèle d'affaires et d'image de marque des présidents sont très en opposition. Ça sert beaucoup Trump d'être en opposition et d'être en polarisation avec Biden, alors que d'autres présidents ont réussi à se succéder et se côtoyer sans cette animosité-là. Donc, il y a tout l'aspect spectacle qu'il faudrait tasser de ça pour arriver à couvrir. Mais en terminant, M. Dworkin, le défi pour les Canadiens, les journalistes, les médias canadiens, de couvrir ce qui s'en vient en quelques mots. Là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Il faut que le management des médias canadiens a beaucoup plus de courage de faire un journalisme qui est utile pour l'auditoire canadien. Maintenant, nous avons un management dans tous les médias, c'est quant à moi, qui ont peur de ruffle feathers pour faire les difficultés envers leur de prendre le public à rebrousse-poil, de brasser un peu trop. Exact. Parce que les valeurs, effectivement, d'aller jouer dans les valeurs, mais les faits, en principe, sont les faits et ils ne devraient pas être tendancieux ni d'un côté ni de l'autre. On aurait pu discuter, c'est tellement intéressant. On se sent très privilégié que vous ayez tous les deux pris le temps de nous parler de comment les choses devront être faites différemment du côté des médias dans les prochaines années pour arriver à une plus grande compréhension de la part du public de ce qui s'en vient. Marie-Christine Bonzon, on vous joignait en France, politologue, journaliste, spécialiste des États-Unis qu'on lit dans Le Devoir. Jeffrey Dworkin, professeur à l'Université de Toronto. Merci infiniment à vous deux d'avoir été là ce matin. L'audace, toujours l'audace. D'accord. Merci beaucoup à vous deux.